Tu as besoin de toutes ces compétences-là, tu as besoin que l'organisation mature, mais c'est un rythme qui est pas du tout habituel pour l'organisation. Tu as un nouveau métier qui apparaît normalement tous les X années, et là, d'un seul coup, en 2 ans, tu fais apparaître 4, 5, 6 nouveaux métiers. À un moment, j'ai fait un truc, vraiment, je me sentais pas du tout confort, mais j'ai écrit à l'époque mon DSI en lui disant j'aimerais avoir 1 heure avec notre PDG pour lui expliquer les programmes qu'on fait et la valeur que ça peut avoir. Sachant que notre PDG c'est Alexandre Ricard, et en fait on n'a pas réinventé d'outils, on leur pousse dedans, et donc du coup d'un seul coup avant de faire leur visite le matin, t'as un petit pop-up qui arrive sur ton téléphone. Ok, tu as visité tel et tel et tel établissement, pour telle et telle raison tu pousses tel produit. Aujourd'hui, je reçois David, qui est Global Data and Analytics Director chez Pernod Ricard. Et on va parler donc de son parcours, de ses chantiers, mais aussi de ses principaux challenges. Hello David, ça va ? Salut Robin, merci, ça va. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur Pernod Ricard pour commencer, et peut-être un peu sur son contexte data. Nous on est le 2e plus grand groupe de vins et spiritueux au monde, donc évidemment le premier français. On a des marques iconiques dans le monde, comme Jameson, Absolut, qui sont connues partout, puis des marques un peu plus locales comme le Ricard par exemple en France, qui est très bien connu. Aujourd'hui, on est à peu près 130 en data sur un groupe de 19 000 employés, Ok. qui est assez conséquent, mais on n'a qu'une seule équipe groupe sur la data. Comment tu t'es retrouvé donc Global Data and Analytics Director chez Pernod Ricard toi ? Alors moi, je te disais, ça fait une dizaine d'années, j'aurais jamais cru rester aussi longtemps dans une société, mais je m'y retrouve vachement sur le côté entrepreneur, sur le côté convivial, qui sont vraiment les 2 grosses valeurs en fait qu'on pousse. Moi, au début, j'étais plutôt arrivé en tant que gestion de projet. Après, j'ai fait de la BI, qui est le bon cousin de la data science. C'est en 2015, on a monté une première plateforme, on a commencé les premiers cas, un peu comme un data lab, comme tu pouvais voir à cette époque-là, avec beaucoup de choses très bien techniquement, mais avec des grosses difficultés de passage à l'échelle. C'est en 2020 où on a voulu se focaliser sur 3 gros programmes en se disant: «OK, la data science, on pourra en faire partout, mais on va en faire que sur 3 cas précis», dont je te parlerai après. Du coup, ça a vachement permis de faire le focus, et moi, notre CDO, notre Chief Digital Officer, est venu me voir en me disant: «Bah, vas-y, j'ai besoin de quelqu'un pour monter l'équipe et pour faire en sorte que ça dure dans le temps», ce qui était hyper motivant, sachant qu'on avait très, très peu de monde à la base et qu'on avait une grosse croissance à venir. Peut-être j'en profite pour me risquer à une petite définition de ce qu'est un data lab, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas tant parlé que ça sur le podcast, parce que c'est une structure qui n'est pas forcément appelée comme ça dans les scale-up avec lesquels j'interagis souvent. Donc le data lab, en général, c'est une entité qui va être montée au sein du groupe, justement pour identifier, développer et délivrer des cas d'usage data, un peu pour tous les départements, ou parfois on peut avoir des data labs, tu vois, spécialisés pour un département en particulier. Et donc finalement, après, ça va marcher un peu comme une équipe data classique. On va retrouver les profils data engineer, data science, data analyst, etc. Je suis bon là-dessus ou Ouais, tout à c'est fait. pas complété? Ouais, on est sorti de cette période-là, mais c'est une période difficile parce que du coup, tu essayes plein de choses et il y a plein de trucs qui vont pas au bout. Moi, je suis super content, on a réussi à développer des bonnes choses. On a fait un data portal, donc on s'est créé un asset technique qu'on partage maintenant avec JC Deco. Donc 2 grands groupes qui se partagent des trucs, c'est genre pas souvent. C'est rare, ouais. Et du coup, ça, je suis très content. Par contre, ouais, le nombre de programmes data science n'ont jamais vu le jour en production parce que, bah, c'est bien scopé, parce qu'effectivement, il fallait beaucoup trop d'efforts et choses qu'on n'avait pas anticipées. C'était vraiment une période enrichissante, mais difficile à vivre. Mais après, ça fait un peu partie, parce que ouais, je me souviens quand je bossais chez Artefact, on travaillait beaucoup avec les data labs, et c'est vrai qu'il y avait ce côté où tu savais jamais trop sur quel pied danser, parce que tu avais l'impression que ça faisait un peu partie de la définition du data lab de base, de dire en fait, on est là pour innover, pour tester, et pour beaucoup de groupes, c'était les premières tentatives autour de la data science. Et donc, c'était évident que sur 10 cas d'usage testés, il y en aurait peut-être que 1 ou 2 qui allaient vraiment aller au bout en production, avec la valeur business identifiée, etc. Enfin, ça pouvait presque être normal. Mais pourtant, on a l'impression qu'au bout de quelques années, tout le monde est un peu tombé de sa chaise en se disant: «Mais attends, tout cet argent qu'on a investi dans le data lab, pour plein de use cases qui sont pas allés au bout». Je sais pas comment vous l'avez ressenti chez Pernod Ricard, cette ambivalence un peu? C'était difficile parce que, tu as des trucs auxquels tu crois et qui voient pas le jour. Tu as des trucs auxquels tu crois pas du tout, mais d'un seul coup, les gens investissent puis ils arrêtent d'investir. Et en fait, c'est un peu ça cette difficulté parce que du coup, tu pas un mandat clair en te disant: «Vas-y, tente 50 trucs et j'espère que tu en feras un qui marche». Non, non, tente 50 trucs, mais on espère quand même que tu en as 49 qui vont marcher. Il y avait pas aussi encore, je pense, cette compréhension de ce métier-là, qui était de Exactement. comprendre qu'en fait, il y avait des risques à tous les niveaux. Parfois, ça pouvait pas marcher pour des aspects techniques, ça pouvait pas marcher aussi pour des enjeux d'adoption, ou tout simplement parce que l'impact business était pas au rendez-vous. Parce qu'on fait tellement d'hypothèses quand on lance un projet comme ça, c'est dans la définition du mot hypothèse, c'est que voilà, on n'est pas sûr à 100% que toutes les hypothèses vont être remplies. Quels ont été tes plus gros chantiers, justement, depuis 10 ans, alors, ou peut-être même les derniers, comme tu le sens? On est une équipe qui est un petit peu à part dans le grand groupe. On se veut avec une mentalité un peu plus start-up, d'essayer rapidement des choses.
d'être toujours tourné à OK, dans 2 semaines, on peut livrer quoi pour nos différents marchés, qui est une philosophie un peu particulière parce que du coup, tu crées de la dette de temps en temps. De temps en temps, tu vas la corriger. Du coup, tu essayes effectivement des petits cas et tu avances. Et donc, du coup, de créer cette nouvelle équipe dans le grand groupe, ouah, ça a été un énorme défi. Déjà d'expliquer ce que c'était que la data science à une société qui fait des vins spiritueux pas simples, les différents métiers qui la composent. Au début de l'aventure, là, il y a 2 ans et demi, je me rappelle à chaque fois, j'étais là: «Bon, alors il va falloir que j'explique ce que c'est qu'un machine learning engineer à mon boss et aux autres, parce que là, j'ai ramené data scientist et data analyst il y a 3 semaines, c'est bon, on a eu un peu de temps, mais on en a vraiment besoin de ces profils-là. Maintenant, je vais leur ramener ce que c'est qu'un research scientist. Maintenant, je vais leur» et en fait, tu as besoin de toutes ces compétences-là. Tu as besoin que l'organisation mature, mais c'est un rythme qui est pas du tout habituel pour l'organisation. Tu as un nouveau métier qui apparaît normalement tous les X années et là, d'un seul coup, en 2 ans, tu fais apparaître 4, 5, 6 nouveaux métiers dont tu as besoin et au final ça passe, mais tu as en particulier le rythme d'explication et d'adoption de la société est hyper difficile. Par contre, je suis content parce qu'on a été vachement suivis. C'est-à-dire que à la fois notre département, ressources humaines a compris ce qu'on a voulu faire, ils ont mis à disposition des gens pour nous aider à recruter, qui connaissaient le digital, donc qui débarquaient pas de nulle part, sur ces nouveaux métiers. On a eu, le département finance qui a compris aussi et a été plus flexible que d'habitude sur, des questions budgétaires. On a eu notre comité de direction qui suit nos programmes, donc on a quand même vachement d'aide. Par Mmh. contre, on a eu de l'autre côté énormément de pression par nos marchés pour dire: «OK, moi je le veux tout de suite, l'analyse, je veux tout de suite les recommandations de budget». Et ça, c'est intéressant ce point, ce sponsoring global qui fait que Ouais. vraiment, tout l'ensemble de l'organisation était on board pour, accompagner, voilà, cette vision, de se développer sur la data. Ce qu'on appelle le sponsoring, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément le terme, c'est d'avoir vraiment des supports, en général assez haut placés dans l'entreprise qui vont, appuyer, ces décisions, pour avoir les budgets, pour que les décisions soient prises plus rapidement et cetera. Donc ça peut remonter jusqu'au CEO parfois, hein, sur un sujet aussi stratégique que la data, mais ça peut aussi être le COMEX. Toi, comment tu l'as senti? À partir de quel moment tu t'es dit: «OK, maintenant, on a vraiment là un go, de la part des bonnes personnes»? Est-ce que justement ça remontait à des premiers wins que vous avez eus lors de l'époque, Data Lab? Est-ce que, c'est juste qu'il y a quelques personnes à des rôles d'exec qui en fait, sont très évangélisées, peut-être venant d'autres boîtes ou même dans leur propre boîte, mais avaient une vraie appétence data? Est-ce que ça fait partie de ce travail que vous avez dû faire d'aller convaincre avec, un bâton de pèlerin, tous les départements un par un? Genre, ouais, si tu devais marquer un peu le moment où tu as senti: «OK, là, il y a le vent qui commence à souffler et on y va, quoi». À un moment, j'ai fait un truc, vraiment je me sentais pas du tout confort, mais j'ai écrit à l'époque mon DSI en lui disant: «J'aimerais avoir, 1 heure avec notre PDG pour lui expliquer les programmes qu'on fait et la valeur que ça peut avoir», sachant que notre PDG, c'est Alexandre Ricard, et j'imagine qu'il a plein de choses à faire. Donc pour moi, c'était vraiment pas du tout naturel de faire ça. Mais j'avais vu dans la presse qu'il parlait d'un des programmes et je voulais justement lui expliquer un peu plus le fond pour qu'il comprenne et que du coup, il nous dise s'il fallait aller à droite ou à gauche. Et j'étais super surpris. Mon CEO de l'époque est venu me voir en me disant: «Non, non, mais tu vas pas le prendre 1 heure, on va lui demander une demi-journée. Alors ce sera dans 6 mois peut-être parce qu'il a un agenda de ministre, mais on va prendre une demi-journée et on va aller lui expliquer le programme, je te suis». Donc du coup, moi, ça a été déjà un choc hyper positif et en plus, je lui ai dit: «Bah, vas-y, par contre, je le fais, mais j'embarque toute mon équipe. On va être, 8 à présenter et on va vraiment présenter tout ce qu'on est capable de faire et tout ce qu'on fait aujourd'hui». Et on a eu cette demi-journée. Il a posé énormément de questions, c'était hyper enrichissant et il est pas venu seul, il est venu avec, notre directrice financière, il est venu avec nos directeurs des ressources, humaines. Du coup, j'ai trouvé que c'était un moment, alors pour nous, on s'est mis un stress de fou et on avait préparé comme des dingues, mais ça a super bien marché. Ils ont compris à peu près, je pense, parce que, vu le niveau de questions, ça a bien marché. Et après, ça a été 1 an et demi plus tard. Du coup, ils avaient missionné un gros cabinet pour démarrer ces programmes avec nous et direct, ils ont pensé en venant, faire ce programme, il faut qu'il y ait une équipe interne. OK, le cabinet, il aide à démarrer, mais il y a pas le choix, ça va durer dans le temps, on y croit, donc monter l'équipe et le cabinet est là que pour un temps déterminé. Et on avait ce point de départ-là qui était très bon, donc du coup, on a pu construire l'équipe en même temps avec le cabinet qui a pensé avec nous, qui a pu en fait paver un petit peu le chemin et nous, on a suivi derrière, on a repris les rênes et là, ça fait 1 an et demi qu'on est, quelque part, qu'on est que l'équipe interne qui travaille sur le sujet et ça marche bien. On a un peu divergé, mais on était sur le sujet des chantiers globaux. Donc je vois bien le 1er qui est l'évangélisation, on va dire, au global, embarquer l'organisation, dans la bonne direction. Je suppose un gros chantier orga, vu que tu me dis que vous êtes 130 et que c'est ça finalement, ça remonte à pas si longtemps. Ouais, tout à fait. Ça a été, donc moi j'ai fait, pendant ce programme, beaucoup de ressources humaines en 6-9 mois. Recruter les bonnes personnes, s'assurer qu'il y a un bon mix entre, des gens plus seniors et des gens moins seniors. Et des questions fondamentales de management. Par exemple, moi il y a un truc auquel je crois beaucoup, c'est, on va dire l'autonomie des équipes. Que les gens sur le terrain soient capables de prendre des bonnes décisions. Ça vient aussi de l'ADN du siège. C'est-à-dire qu'on
on se veut entrepreneur et donc c'est dans les marchés que sont prises les bonnes décisions de placer des marques. Moi, de la même manière, je veux que mes lead data scientists, quand ils parlent avec le marché américain et qu'ils lancent un programme, s'ils ont besoin d'un outil, s'ils ont besoin de quelqu'un d'autre dans l'équipe, bah, ils nous le remontent, mais c'est à eux de prendre la décision. Ils nous expliquent juste pourquoi et du coup, j'ai séparé, ça c'était un choix assez fort, des leads qui ont le moins possible de bureaucratie, pas de chantier de, je remplis des commandes, je remplis des budgets, je fais du management et de ressources humaines, donc vraiment se concentrer sur leur job et de l'autre côté, des managers spécialisés qui, bah, vont gérer la carrière passe des gens, qui vont, se dire: «OK, je dois recruter des gens, OK, je participe dedans». C'est ça les types de profils qui prennent de l'avance, qui regardent aussi, les écarts de salaire, des choses qui peuvent paraître anodins, mais vraiment penser, carrière et employé centrique, on va dire. Là où, les leads sont vraiment, projet, qu'est-ce que je délivre, quoi. Et la séparation des 2 ça a été super vraiment, bien, je trouve parce que du coup, les leads, me disaient aussi, moi j'adore la data science, mais gérer des plans de développement, franchement ça m'intéresse pas du tout. Alors que, j'ai trouvé des managers spécialisés avec une vraie fibre, humaine Humaine. qui, te disent: «Ah bah moi j'adore». Ils ont 20-30 personnes qui managent et ça marche bien. Tout à l'heure, tu as parlé aussi, d'un autre chantier, en lien avec, 3 programmes bien spécifiques de data science, donc qui est un petit peu, je dirais, la V2 du Data Lab. Tu peux nous en dire un peu plus? On a 3 programmes qui sont autour du, sales et marketing. C'est vraiment le cœur, de Pernod Ricard. Il y en a un, c'est sur l'optimisation de nos promotions. Donc on fait des promos, toutes les semaines. Nos équipes commerciales, vont te mettre une bouteille de par exemple, de Ricard avec 1 € de réduction. Et donc à chaque fois, on se posait: est-ce que c'était la bonne façon de faire? Est-ce qu'il y avait d'autres mécaniques promotionnelles? Est-ce qu'on pouvait le faire à une autre saisonnalité? Et puis c'était quoi le retour sur investissement de cette promotion? L'idée, c'est derrière avec nos équipes, on garde les ventes qui sont associées et on se dit: «OK, est-ce que, il y avait, d'autres scénarios possibles? Et quel est le retour sur investissement des autres scénarios?» C'est un sujet, qui est assez complexe en termes de modélisation, mais derrière, on a développé une interface pour nos commerciaux où ils ont leur calendrier optimisé et donc toutes les semaines, ils voient toutes les promos et ça leur dit: «OK, si tu fais telle promo, tu changes comme ça, tu as ton retour sur investissement calculé» et après ils peuvent partir avec ça pour négocier avec, les acteurs de la grande distribution et dire: «OK, si on faisait ce changement-là, toi tu gagnerais tant, moi aussi, essayons-le». C'est un premier programme, tu en avais parlé de 2 additionnels, je crois. Il y en a un autre qui est un peu dans la même, lignée, c'est sur l'efficacité marketing. On regarde à chaque fois qu'on a investi 1 € sur une marque et par exemple sur Instagram ou sur la télé, on regarde le retour sur investissement qu'on essaye de calculer. Pareil, en prenant nos dépenses marketing puis, nos ventes et après on essaie d'aider les équipes, marketing à dire: «Voilà, scénario optimal, tu investis tant sur telle marque, sur telle brand et ça va avoir plus de retour sur investissement». Après, et c'est là où, c'est hyper important d'avoir l'intelligence humaine parce qu'on leur donne ça avec des scénarios optimisés et eux, ils nous disent: «Oui, OK, c'est super pour telle et telle raison, mais il y a aussi des raisons, business, des raisons de retour sur investissement complet que vous avez pas» et du coup, on fait un mix de leur intelligence humaine avec ce que nous, on peut proposer de façon mathématique. Et enfin, tu en as un dernier qui est sur, l'opportunité pour nos commerciaux sur le terrain. C'est hyper différent d'un pays à un autre. Quand tu vas aux US, tu as, énormément de données sur un bar, par exemple, sur les grandes chaînes d'hôtels, bars, restaurants. Tu peux savoir, si, la compétition a vendu, telle, marque de jeans, quel volume, quelle part de marché ça représente et toi te dire: «OK, bah, avant, j'allais voir cet établissement pour pousser du whisky, mais je vais changer, je vais plutôt pousser de la tequila et je vais essayer de battre mon concurrent ici». Et donc du coup, tu calcules des scores d'opportunité que tu envoies. Ce que j'adore dans ce programme, c'est que c'est vraiment différent d'un pays à un autre. Quand tu vas en Allemagne, les commerciaux, ils nous ont dit, «Bah, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est plutôt optimiser notre route, sur le terrain tous les jours». Donc tu te retrouves à faire de la géo-optimisation pour leur dire: «OK, le lundi, vous allez dans telle zone, le mardi dans telle zone» et ça leur fait gagner énormément de temps sur la route. Quand tu vas en Inde, alors là, c'est encore, des univers complètement différents avec des règles de l'État qui sont pas les mêmes et donc là, ça a rien à voir, en termes de produits, quoi. Je te propose peut-être qu'on creuse un peu ce dernier programme. Les utilisateurs là, c'est les commerciaux qui, en fait, donc, ouais, on imagine bien, chaque jour doivent aller, voir des clients et donc là, c'est des revendeurs principalement, donc enfin des Carrefour ou des boîtes comme ça pour, bah, optimiser, les ventes, globales du groupe et concrètement, ils ont accès donc maintenant à, un outil, un tableau de bord, qui ça se matérialise comment? Et peut-être quelle est, ouais, voilà, quelle est la donnée, précisément auquel ils ont dispo? Est-ce que tu peux nous donner une illustration, ouais, décision que va prendre peut-être un commercial, tu vois, sur la base de cet outil? En fait, dans chacun des marchés, tu as une personne en général qui s'occupe de l'allocation des commerciaux sur le terrain et un peu de la stratégie, ce qu'on appelle un business planner. Et donc lui, on va le voir, on lui dit, «C'est quoi ta stratégie? C'est quoi tes ventes passées? Tu as accès à quoi d'autre comme vente?» On regarde un petit peu l'univers sur lequel on peut jouer. Et lui, il nous dit: «Bah, moi, j'aimerais, par exemple, optimiser, telle marque ou j'aimerais optimiser telle catégorie, et du coup, je voudrais que nos commerciaux aillent visiter plus ce type d'établissement». Donc on regarde dans les données, on regarde ce qu'on peut faire. On se met d'accord avec lui, on lui construit une petite interface pour qu'il puisse changer les poids, si tu veux, dans notre modélisation.
en se disant, bah, si la semaine prochaine, je veux pousser plutôt le whisky parce que c'est la Saint-Patrick, du coup, je change complètement le poids qui est mis dessus. Et derrière, nous, nos recos, on va utiliser les outils qu'ils avaient déjà à disposition. Souvent, tu vois, commerciaux, ils ont un SFA, donc qui est une application mobile où ils renseignent toutes leurs visites. Et en fait, on n'a pas réinventé d'outils, on leur pousse dedans. Et donc, du coup, d'un seul coup, avant de faire leur visite le matin, t'as un petit pop-up qui arrive sur ton téléphone. Ok, tu as visité tel et tel et tel établissement, pour telle et telle raison, tu pousses tel produit. Quels sont les plus gros challenges que tu as rencontrés, enfin, ça peut être sur ce programme, sur ces programmes ou même toi de manière générale justement en tant que directeur, data chez Dunkerque? Moi, je te dirais que le plus gros défi, il est humain, c'est-à-dire de faire comprendre à toute l'organisation ce qu'on fait, aller tous dans la même direction, faire en sorte que et en plus, tu vois, quand tu te dis: «Ouais, je veux aller faire des choses avec de l'impact toutes les 2 semaines», bah, tu froisses un certain nombre de pratiques, qui sont plutôt, des pratiques d'un grand groupe, très structurées et donc du coup, de rester dans cette petite boîte qui est dans la grande, ouais, c'était un gros défi de faire accepter ça aux gens, de pas expliquer que tu fais pas ça pour, des mauvaises raisons et puis après t'as aussi un petit truc, c'est que, les gens se disent: «Waouh, bah, cette équipe-là, ils sont vachement mis en avant, ils ont droit à des budgets, qui sont peut-être significatifs par rapport à d'autres». Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, on a une pression de malade et j'ai eu des discussions très, très accrochées avec des directeurs marketing ou commercial dans les pays qui me disaient du jour au lendemain: «Bah, non, nos recommandations sont plus bonnes» ou quoi que ce soit. Donc du coup, tu es en permanence en train de travailler, de prouver, de motiver les équipes pour avancer. Je te dirais que le plus gros défi, c'est d'avoir tout le temps de l'énergie pour toujours traiter les 1000 problèmes qui t'arrivent dans la journée. Et en vrai, c'est intéressant le dernier point que tu viens d'évoquer, c'est tu sens qu'il y a une vraie adoption et que demain si, cet outil il est coupé, ça va «gueuler» entre guillemets, sur le terrain. Là, on est dans une phase un peu entre deux, c'est-à-dire que bah, là, pour le coup, ouais, ça arrive souvent quand ça plante. Là, tu as directement des emails dans tous les sens qui t'arrivent. Et quand t'es pas dans les temps pour livrer l'optimisation du budget marketing, alors là, tu as la directrice marketing qui te tombe dessus. Tu passes pas un bon quart d'heure, mais c'est mérité parce que c'est un peu l'engagement qu'on avait. Et puis, bah, on est un peu dans cette phase où on faisait beaucoup de déploiements, donc on allait voir des nouveaux pays, on ouvrait ces pays-là. C'était super intéressant, très enrichissant, mais maintenant, on est obligé de s'organiser un peu en produits, c'est-à-dire avoir des features communes entre chacun des pays de se dire: «OK, on fait ça pour tel impact», mesurer bien précisément parce que c'est plus, l'impact à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle de tout un groupe et donc là, cette transformation-là d'équipe qui vient, que 2 ans et demi après le début, ce qui pour l'échelle d'un grand groupe, est rien, mais pour nous, c'est beaucoup, et donc on est obligé déjà de faire cette transformation et d'expliquer à tout le monde qu'on va changer les rôles, qu'on va introduire des nouveaux rôles de product owner, de faire en sorte que ces rôles-là, ils aient un vrai rôle à jouer. Ah, c'est encore une fois beaucoup d'énergie. Ouais, je me doute. Et justement, bah, ça fait le lien avec la prochaine question. Tu as peut-être déjà répondu. Quelles sont les prochaines étapes, pour l'équipe data et pour ton équipe, chez Pernod? Inscrire ça dans le temps. C'est-à-dire, vraiment, calculer, mesurer l'effort pour qu'on se dise dans le temps comment on le fait vivre et puis un petit objectif, c'est que faut pas que les gens se désintéressent de ça, parce que c'est des nouvelles fonctions qui sont arrivées, des nouveaux services qu'on a créés pour nos filiales et bah, voilà, il faut que ce soit toujours utilisé, toujours adopté, qu'on fasse toujours de l'innovation. Mine de rien, on a beau être l'équipe interne, on est toujours en concurrence avec ce que peuvent faire d'autres sociétés externes. Donc on est toujours en train de regarder un peu le marché, de scruter, d'essayer de trouver des nouvelles idées. Donc je te dirais, c'est surtout de pas perdre le momentum, quoi. Ouais, puis ça, c'est aussi un sujet dont on parlait, dans un épisode que j'ai fait avec, Anania, qui est, VP Data Science chez Artefact, mon ancienne boîte et qui parlait justement du fait qu'il y ait beaucoup de projets internes qui parfois ont été balayés. C'est des projets qui duraient depuis 4-5 ans parce que, bah, en fait, tu as une start-up, qui travaillait dessus depuis un moment et où au début, au moment où ils ont fait sûrement l'analyse de est-ce qu'on achète, est-ce qu'on fait en interne, bah, ils disaient: «Bah, ça vaut le coup de le faire en interne», parce que la start-up, le produit était pas encore assez stable et cetera. Mais en fait, comme eux, ils se sont concentrés à faire que ça, que ça, que ça, bah, au bout d'un moment, leur truc était stable, il y avait le niveau de sécurité qui allait bien et cetera et puis c'est devenu juste, incohérent par rapport au prix auquel ils le vendaient de le développer en interne. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est important d'avoir quand même vu que c'est un marché qui évolue quand même beaucoup, que dès que quelque chose marche bien, qui a été construit en interne dans une boîte, tu as quelqu'un qui a l'idée de le faire, tu vois, un peu en marque blanche pour une boîte. C'est intéressant comme point. Je pense que Ouais, c'est moi, l'avantage. on scrute vachement le marché. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore très intéressant de faire en interne, c'est que tu fais vraiment du ultra spécifique pour les gens, pour que ce soit hyper accessible. C'est un peu la difficulté, je trouve, dans l'IA, c'est que, si tu fais des trucs génériques, ça intéresse pas les gens. Tu vois? Si tu as un effort qui est assez substantiel, tu vois l'exemple des commerciaux, si on leur avait pas poussé, les recommandations directement dans leur autre outil, ils l'auraient jamais regardé. Il faut vraiment que ce soit le plus simple et le plus accessible possible
c'est là où on se positionne et c'est ça qui rend le truc pertinent dans notre groupe. Et puis, je passe le cachet, tu passes au moins, dans tout cet effort, 30-40% du temps, sur de la donnée, à nettoyer de la donnée, à la comprendre. Et ça, peu importe l'outil, tu es obligé de le faire. Donc, cet effort-là, même si on achetait le truc du marché, Oui. il sera toujours là. Et ça représente en fait l'effort sur le cleaning de la donnée, et l'adoption doit représenter, je pense, finalement le gros du budget du programme. Exactement. Donc en fait, ouais, ça change pas grand-chose. Donc écoute, David, on arrive sur les dernières questions. Là, l'idée, c'est un peu ambiance questions-réponses. Je vais essayer de pas trop creuser chaque réponse. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Comme je te disais, je fais beaucoup de management et de gestion humaine. Donc, tout ce qui est autour de l'holacratie, il y a une super BD qui peut se trouver sur internet qui est très intéressant pour aider en gros, à comprendre comment mettre de l'autonomie au sein des équipes. Je m'intéresse aussi beaucoup au design. On a un petit département design sur lequel on essaye vraiment de développer. Et donc, il y a un super livre sur la Discovery Discipline qui a été fait par des gens qui ont travaillé chez Blablacar qui est vraiment bien. Ouais. Ça, c'est assez cool. Et puis, en termes de management, il y a un bouquin aussi qui m'a bien inspiré, c'est celui de Phil Jackson sur, tu sais, l'entraîneur des Chicago Bulls. Ah oui, j'en ai entendu parler, je crois. Et il est assez cool sur la vie d'équipe, comment gérer des stars, comment gérer des dynamiques. OK. Et ça, T'as pas le nom, mais sinon je retrouverai, je le mettrai en description, t'inquiète. Ah, j'ai oublié, ouais. Et juste au début, tu as dit un terme, c'était l'acratie. Je suis pas forcément familier. Holacracy. Holacratie. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un principe organisationnel. Alors, tu peux regarder plein de trucs sur les organisations produits, mais au final, ça, c'est un truc vraiment, c'est comment rendre les gens autonomes dans leur métier, comment casser les hiérarchies où tu vois des managers qui savent plus du tout ce que font leurs équipes et qui ont perdu complètement le sens de ce qu'ils ont fait. Ça m'a beaucoup inspiré. Un des trucs que tu apprends, par exemple, dans ces méthodes-là, c'est de rendre autonomes les équipes. Et donc, moi, quand je recrute quelqu'un, la première personne qui rencontre, c'est pas moi, c'est quelqu'un de mon équipe qui va me dire « Ok, c'est cool, il peut joindre l'équipe. Moi, je le valide. » Et là, déjà, tu as coché énormément de critères et l'équipe se sent vraiment en ownership de toutes les décisions, quoi. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la diversité. Parce que du coup, tu vas un jour traiter un problème technique, un jour te pencher sur un problème business pour comprendre comment tu peux avoir de l'impact, un jour tu vas te poser sur des problèmes humains, un jour tu vas faire du pitch pour vendre un projet, un jour tu vas faire de l'administratif. Enfin, vraiment, moi je trouve que c'est génial. Quand je vais le matin au bureau, je sais jamais exactement à quoi va ressembler la journée, donc c'est hyper passionnant. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Alors, tu as quelqu'un qui en a parlé dans un de tes podcasts, mais la rencontre avec les autres. Ce qui est génial, c'est que du coup, j'ai plein de métiers différents qui travaillent dans notre équipe. J'ai des gens vraiment avec des horizons différents et j'apprends à chaque fois d'eux. Donc c'est vraiment super. Moi, j'adore ça. Même nos marchés, du coup, qu'est-ce que c'est que la culture américaine? Je me suis posé la question il y a pas si longtemps que ça. Il y a un des data scientists qui me dit: «Putain, ça se passe à chaque fois pas bien quand on fait meeting avec eux. Dès qu'on fait un débat, les gens, ils sont frustrés». Et du coup, je suis arrivé en disant: «Bah, attends, on va se poser un petit peu. Est-ce que tu connais la culture américaine? Dans la culture américaine, tu fais pas de débat. C'est le plus haut gradé qui décide un peu de comment on se passe. Si tu veux faire un débat, tu le fais en one-one avec quelqu'un. Parce que toi, tu l'as choqué, tu t'en rendais pas compte». Et donc du coup, c'est ça que je trouve génial, c'est que tu as plein de sujets différents que tu dois aborder. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Moi, c'était il y a 5-6 ans, j'avais une mentor dans ma boîte, qui était en finance, qui était géniale. Et à l'époque, si tu veux, j'avais du mal à aller vers les autres. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression de déranger, si tu veux, dans la société en me disant: «Bon, déjà, j'ai un peu de budget, je fais de la data, c'est cool, mais voilà». Et du coup, un jour, elle m'avait vu écrire un email long comme ça pour me présenter auprès de mon collègue. Elle m'a dit: «Tu fais plus jamais ça. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas l'appeler et tu vas appeler tout le monde et tu vas aller voir les autres, et surtout, tu vas leur parler de ce qu'il fait. Je suis sûr que ça les intéresse». Ça a été hyper dur, je me suis fait violence le premier coup et puis après c'est devenu un peu plus naturel, mais tu vois de vaincre le truc et de se dire: «Je suis pas là, je dérange pas, ce qu'on fait c'est bien, c'est pour la société, je suis sûr que ça a un impact». Ça a été un bon conseil de me dire: «Vas-y, lance-toi, quoi». Excellent. Bah, tu bien progressé depuis maintenant, tu prends ton téléphone, t'appelles le CEO pour lui dire: «Ouais, est-ce qu'on fait pas une matinée data?» Alors là, pour le coup, j'étais vraiment pas bien dans mes chaussettes quand je l'ai fait. OK, bah, écoute David, on arrive sur la fin de l'épisode. Merci beaucoup pour le partage. J'ai passé un super moment et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.